bienvenue. On se penche aujourd'hui sur une analyse de l'affaire Gérard Miller, suite à sa mise en examen le 2 octobre 2025. Oui, pour viol et agression sexuelle présumée, avec cette caution de 65 000 euros. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est cette très longue période d'impunité présumée, alors qu'il était très connu. Absolument. Votre texte y part de là, de cette durée vraiment troublante. On parle potentiellement de 1997 à 2020, pendant laquelle une personnalité publique majeure aurait agi comme ça, selon plus de 67 femmes. C'est ça. Alors, le premier point, c'est justement cette impunité systémique. Votre texte expose bien les faits. Mais, Oui, mais ça pourrait aller plus loin sur le comment. Comment ça a pu tenir sinon le temps? exactement, on voit bien la chronologie, les faits allégés, mais les mécanismes derrière, c'est moins exploré. Voilà. L'idée d'aveuglement collectif, que Miller a même évoqué ironiquement. Oui, c'est mentionné. Mais on ne démonte pas vraiment comment cet aveuglement a été possible. On voit les accusations, mais moins le terreau, quoi. C'est un point essentiel pour dépasser le simple constat. La faiblesse, ce n'est pas le manque d'infos, c'est l'analyse des structures. Tout à fait. Pour améliorer ça, il faudrait vraiment creuser ces facteurs systémiques. Pas juste dire il y a eu impunité, mais pourquoi? Comment? Mhm. Interroger la complaisance médiatique, par exemple, ou le silence dans certains cercles. Oui, le milieu intellectuel, professionnel. Est-ce qu'il y avait une forme de protection, consciente ou pas d'ailleurs? Et puis les dynamiques de pouvoir. Il avait plusieurs casquettes, la télé, l'université, la psychanalyse. Comment ça a pu être utilisé? C'est ça. Comment ça a pu potentiellement faciliter les choses et peut-être garantir le silence, comme le disent les plaignantes? Il faut passer de la description à l'analyse du système. Exactement. Et pour illustrer ça, on pourrait faire plusieurs choses concrètes. Oui. Par exemple, analyser plus finement le modus operandi qui revient tout le temps. Ah oui, les invitations chez lui. C'est ça, après une rencontre pro, à la télé, à la fac, l'utilisation de son statut, l'alcool parfois, l'hypnose même dans certains cas. En reliant tout ça, on montre que c'est peut-être pas juste des incidents isolés, mais un système d'abus de pouvoir facilité par sa notoriété. Tout à fait. Une autre piste, ce serait de confronter ces déclarations sur #MeToo. Ah oui, où il parlait de sortir de l'aveuglement collectif. Avec les faits allégués qui auraient continué après, jusqu'en 2020, qu'est-ce que ça dit ça? C'est une dissonance énorme. Et puis, il y a ce chiffre, 67 accusations qui sortent maintenant. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ça révèle sur le silence d'avant? Ça donnerait vraiment du poids à l'analyse de cette impunité prolongée. Oui, ça déplacerait le focus vers les mécanismes, ça renforcerait vraiment l'analyse. Passons au deuxième point. L'impact sur les victimes et la prescription. Votre texte le dit bien. Les témoignages sont forts, c'est dévastateur psychologiquement, et il y a ce mélange de soulagement et de douleur à cause de la prescription. Oui, on voit bien la douleur liée à la prescription, avec Xavier RT ou la première plaignante de 97. Mais cet aspect, il pourrait être encore plus central. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un détail juridique, la prescription. C'est la conséquence directe de l'impunité présumée. C'est une justice qui arrive trop tard pour certaines. Une reconnaissance incomplète. Exactement. Et la phrase de Xavier T sur la violence du tri judiciaire, elle est très forte. Ça pourrait être un fil rouge, en fait. D'accord. Donc l'idée, c'est de faire de la prescription un symbole des conséquences de cette impunité, mettre en avant le poids émotionnel pour celles qui sont entendues mais pas reconnues judiciairement pour ces faits-là. C'est ça. Ça permettrait de vraiment rendre compte de l'impact humain, dans toute sa complexité. Et concrètement, comment on pourrait faire? On pourrait s'appuyer plus sur cette citation de Xavier T, analyser cette violence du tri. Ce n'est pas juste une déception, c'est peut-être une retraumatisation par le système. Oui, c'est juste. Du temps qui a passé, donc de l'impunité. Et puis, analyser le contraste chez d'autres comme Magali, le soulagement d'être cru. Et la frustration de la prescription, cette joie amère, quoi. Voilà, mettre ça en lumière, ça montre bien comment l'impunité passée continue d'agir, même quand la parole se libère. D'accord, ça donnerait une autre dimension à cette partie sur les victimes. Troisième axe, la posture de Gérard Miller. Votre texte décrit bien sa défense. Il nie la contrainte, le viol, mais il admet une dissymétrie. Oui, lié au statut, à l'âge. Il parle d'inconsidération, il rappelle ses positions sur #MeToo, et puis il y a son silence en garde à vue. C'est ça, sa ligne de défense est complexe, oui. Effectivement, les éléments de langage sont là, le déni ferme d'un côté et ses aveux un peu nuancés de l'autre. Là où on pourrait aller plus loin, c'est en décortiquant vraiment cette posture, pas juste la présenter. Qu'est-ce qui manque selon vous?
On ne sonde pas assez les implications. Stratégiques, rhétoriques, même psychologiques peut-être. Surtout pour un psychanalyste. C'est vrai. Sa profession est basée sur l'analyse du discours. Exactement. Et son silence en garde à vue, c'est noté comme un fait, mais pas vraiment analysé comme un élément de sa communication globale. Qu'est-ce que ça dit, ce silence, pour quelqu'un d'aussi médiatique? D'accord. Donc il faudrait analyser sa rhétorique, comment ses mots fonctionnent. C'est ça, explorer la tension entre je n'ai jamais contraint et l'aveu de dissymétrie. Comment il gère cette contradiction? Et faire le lien ou voir les dissonances entre sa personnalité publique, sa profession et sa défense actuelle. Est-ce qu'il utilise des concepts psy ou pas du tout? Voilà, ça pourrait offrir un angle assez unique. Et concrètement, on pourrait faire quoi? Confronter son affirmation de n'avoir jamais perçu de refus avec tous ces témoignages concordants qui décrivent des schémas. Comment un expert des relations humaines peut-il être aussi aveugle si l'on en croit les plaignantes? Revenir aussi sur sa déclaration sur #MeToo et l'aveuglement collectif, comment ça résonne alors que les faits auraient continué jusqu'en 2020. C'était quoi cette déclaration? Une posture? Une vraie incompréhension? Et puis, ce silence en garde à vue. Il faut creuser. Pourquoi ce choix? Pour ne pas se contredire. Comment ça s'articule avec sa défense publique actuelle? Exactement. Creuser ces questions, ça donnerait un angle beaucoup plus pointu, plus original. Très clair. Cette exploration de sa rhétorique apporterait une vraie plus-value. Alors pour conclure, on récapitule les suggestions principales. Oui. D'abord, sur l'impunité. Aller plus loin dans l'analyse des mécanismes systémiques qui ont permis à cette situation de durer. Ensuite, l'impact sur les victimes et la prescription, en faire un thème plus central, un symbole des conséquences de cette impunité, en soulignant la violence de la justice partielle. Et enfin, la posture de Miller. Analyser plus en profondeur sa rhétorique, ses contradictions, ses stratégies, en lien avec son profil si particulier. Voilà les pistes principales pour renforcer l'analyse. On espère que ça vous sera utile. L'idée, c'est vraiment d'affiner le travail pour maximiser son impact. Et n'hésitez pas à nous renvoyer une version révisée pour continuer la discussion. Et pour nos auditeurs, si cet échange vous a plu, pensez à liker, à partager. Et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses.